Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État a procédé ce matin à la cérémonie d'inauguration du mémorial du barrage de Balbala, édifice d'histoire sur une des périodes les plus douloureuses du combat de notre société pour l'indépendance nationale. Et les dirigeants du G7 se sont réunis aujourd'hui lors d'un sommet de 3 jours en Allemagne pour tenter d'accroître la pression sur la Russie dans l'invasion de l'Ukraine a déclenché des phénomènes de pénurie alimentaire et énergétique. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé ce matin à l'inauguration du mémorial du barrage de Balbala, édifice d'histoire sur une des périodes les plus douloureuses du combat de notre société pour l'indépendance nationale. Local flambant neuf, construit sur un laps de 2 mois, le mémorial du barrage de Balbala comporte une salle d'exposition, une bibliothèque et une salle de réunion. Il est doté aussi d'une importante esplanade parrainant un majestueux mémorial en hommage aux héros nationaux tombés sur son champ d'honneur. Réalisé sous l'impulsion et la supervision directe du président de la République, le mémorial du barrage de Balbala est désormais placé sous l'autorité du ministère djiboutien de la Culture. Outre les membres du gouvernement et du Parlement, la Première Dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïda, prépare cet événement. markii weeraray dadkana la adoonsaday heliyo qaraababa midba meel ku kala xidhay aabihii dadkeena xasuustiyo ogaalkii ummadda u fasilayo Et par la suite, le chef de l'État a procédé donc à une cérémonie de dépôt de gerbes aux Djiboutiens tombés, aux héros nationaux tombés sur son champ d'honneur, sur le champ d'honneur de ce mémorial. Et par la suite, la Fatiha a été récitée. Et le président de la République a par la suite procédé à une visite guidée de ce local flambant construit sur un laps de 2 mois. Le mémorial du barrage de Balbala comporte une salle d'exposition, une bibliothèque et une salle de réunion. Il est doté également d'une esplanade parrainant un majestueux mémorial en hommage aux héros tombés sur son champ d'honneur. Réalisé sous l'impulsion et la supervision directe du chef de l'État, ce mémorial du barrage de Balbala est désormais placé sous l'autorité du ministère djiboutien de la Culture. garde koodkii arlada iyo
sooyaalka aayaha arladeenu leedahay waa inaad ogaatiin waana eega goobtani nin kastoo aqoonta ubadka uga sheekee waana eega goobtani nin kastoo aqoonta ubadka uga sheekee sooyaalka aayaha arladeenu leedahay waa inaad ogaatiin waana eega goobtani nin kastoo aqoonta ubadka uga sheekee waana eega goobtani nin kastoo aqoonta ubadka uga sheekee sooyaalka aayaha arladeenu leedahay waa inaad ogaatiin waana eega goobtani nin kastoo aqoonta ubadka uga sheekee waana eega goobtani nin kastoo aqoonta ubadka uga sheekee afrikada intaa leehoobey inaga dhigay udub dhaxaad hoobey allahayow noo adkee hoobey balaayana naga xijaabami yuwasama calankayaga hoobey afrikada intaa leehoobey inaga dhigay udub dhaxaad hoobey allahayow noo adkee hoobey balaayana naga xijaabami تاريخ ورشها إيجا قرن إسماعيل عمر ودعينا يا الله نودا Écoutons à présent l'intervention de la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Madame Hibo Mohamed Assoui. Excellence, Monsieur le Président, c'est pour moi un immense plaisir, à la veille de la fête commémorative du 27 juin 2022, de vous accueillir ici, dans cet auditorium, enceinte la plus porteuse de narratives et témoignages oculaires des héros et héroïnes qui sont avec nous ce matin, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du mémorial du barrage de Djibouti, communément appelé EGA. En première excellence, je tiens à vous dire que ce projet est le vôtre. Et tant cet édifice vous tenait à cœur, en quelques mois, le voici érigé, prêt à accueillir le public, à qui vous pensez toujours en priorité, la jeunesse. Merci, Monsieur le Président, pour votre engagement constant pour le devoir de mémoire et la transmission de notre histoire indépendantiste aux jeunes et à nos enfants. Je tiens à dire aussi qu'il nous honore, à nous tous, de veiller à ce que les objectifs éducatifs assignés à ces mémorials soient atteints, car ce mémorial a pour mission première de perpétrer l'histoire douloureuse du barrage colonial édifié en 1966 et surtout de rendre hommage à ces innombrables victimes et martyrs grâce à qui aujourd'hui nous fêtons le 45e anniversaire de l'indépendance. C'est une obligation qui nous incombe à tous de se souvenir que là où nous nous trouvons en ce moment a été le point de départ d'un arsenal d'encerclement de la ville de Djibouti sur plusieurs kilomètres.
Il était constitué de 2 boyaux de barbelés délimitant une bande de terrain minée et parsemée de tessons de bouteilles. L'ensemble a été fortifié sur tous les parcours par un grillage électrifié, des soldats postés dans des miradors, surveillant et sévissant avec violence et brutalité jour et nuit. Ainsi, l'inauguration qui nous réunit ensemble ce matin en est un autre témoignage qui fera date dans l'immersion d'une période particulière de la lutte acharnée pour notre souveraineté nationale. C'est allant de 1966 à 1977. Mais il incombe plus particulièrement au département de la culture tout le travail de valorisation et des transmissions du patrimoine archivistique que contient les mémorials. Beaucoup d'idées sont déjà recueillies, Monsieur le Président, comme l'institution d'une journée nationale dédiée aux héroïnes et héros de notre précieuse indépendance. Aussi, j'aimerais souligner la présence dans cette salle de nombreuses personnes qui ont activement contribué à l'éclairage historique sur les barrages militaires de Belbala en fournissant toute la documentation écrite et audiovisuelle. J'en profite également pour saluer et remercier mes collègues du gouvernement qui sont directement concernés par le nouveau programme du mémorial et qui seront amenés à nous accompagner dans les fonctionnements de ce musée thématique. Enfin, souhaiterais-je, après avoir rendu grâce à Allah, exprimer à nouveau au Président de la République mes remerciements pour avoir rendu possible, grâce à son initiative clairvoyante, la construction de ce lieu de mémoire. Je ne saurais clore mon mot de bienvenue sans adresser mes vives félicitations au colonel de garde-côte et à son équipe pour avoir réalisé en si peu de temps ces projets d'envergure historique. Merci à tous d'être avec nous. Soyez les bienvenus. Et dans une importante allocution faite à la tribune de cette cérémonie, le chef de l'État a tout d'abord décrit la construction du barrage de Belbala comme l'initiative de répression maximale à laquelle la puissance coloniale s'est résolue pour infléchir la volonté de plus en plus ferme de notre population à accéder à la souveraineté. On l'écoute. والسلام على رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mes chers compatriotes, l'événement qui nous réunit aujourd'hui évoque sans doute une des périodes les plus sombres de l'histoire de notre pays. Il s'agit d'une tragédie insondable dont notre mémoire collective reste à jamais marquée. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire des victimes directes d'une barbarie sans nom. Nous prions le plus haut et le plus miséricordieux pour qu'il les accueille dans son paradis. Amin. Les survivants blessés sont aujourd'hui avec nous et méritent notre admiration et notre gratitude. Ils seront honorés. Chers compatriotes, il n'y a pas que notre mémoire collective qui porte le deuil de cette tragédie, car il y a aussi les familles et descendants des victimes dont la trajectoire existentielle a complètement été bouleversée. Nous pensons à nos frères et sœurs, à ces hommes et à ces femmes, ou à ces enfants qui ont basculé du jour au lendemain dans la situation d'orphelinat ou de veuvage. Ces hommes, ces femmes et ces enfants ont grandi portant avec eux ce lourd fardeau de douleur et de désespoir. Le mémorial qui se dresse devant vous, mes chers compatriotes, ne rendra pas justice à ces innocents dont la vie a brutalement été enlevée. Ce mémorial n'a pas non plus vocation à réparer des dommages infligés à l'ensemble de notre nation. Malheureusement, on ne refait pas l'histoire et on ne peut pas réparer l'irréparable. Lorsque l'administration coloniale, dans la foulée des événements politiques d'août 1966, décide d'ériger un double barrage long de 14,5 km pour cercler la presqu'île de Djibouti, il crée de facto une séparation aussi brutale qu'arbitraire du territoire. Il établit une discrimination aussi abjecte
que répugnante parmi les autochtones, parmi cette population dont le nomadisme, c'est-à-dire la liberté de circuler, est un mode de vie ancestral. Naturellement, ce barrage, truffé de miradors, de mines, de fils de barbelés, pouvait ne pas faire d'écho au mur de Berlin. Ils ont d'ailleurs été qualifiés tous les deux du mur de la honte à l'époque. Sauvegarder les intérêts politiques et économiques de la puissance coloniale, telle était la raison d'être de ces barbelés. Et poursuivant son intervention, le président de la République a décliné les modalités générales d'intimidation et de violence portées à l'apogée dont était constitué ce mur de la honte, ce barrage truffé de miradors, de mines, de fils barbelés. Réécoutons le chef de l'État. Ce barrage était aussi un défi lancé à tous les indépendantistes qui avaient osé, avec courage, réclamer la souveraineté nationale avec des banderoles et des pancartes à l'arrivée du général de Gaulle sur le territoire en août 1966. Car pour l'administration coloniale, alimenter et entretenir la division entre les communautés ne suffisait pas. Il fallait aussi endiguer la marche en avant vers l'indépendance en triant la population en autochtone, en allogène, en indigène, en français de papier et je ne sais quoi encore. Au fur et à mesure que le désir d'indépendance se transformait en une volonté et une détermination inébranlables dans la conscience populaire, l'administration répondait par des rafles, des expulsions, des rafoulements. Et ceux qu'elle considérait comme des activistes et des leaders soient emprisonnés ou assassinés. Mais la population n'était pas dupe et ne se laissait pas intimider. Le référendum truqué du 19 mars 1967 a donné lieu à des manifestations et des émeutes meurtrières. L'administration coloniale et des légionnaires, manifestement débordés par l'ampleur de la contestation populaire, n'avaient d'autre choix que de faire usage d'une violence répressive et dissuasive. À cela s'ajoutaient également les tracasseries administratives et les falsifications d'identité qui tendaient à présenter les indépendantistes comme des alliés objectifs des puissances étrangères. Dans ce contexte de tensions sociales et politiques, le barrage, présenté par l'administration coloniale comme un dispositif de sécurité, était en réalité censé contrecarrer, voire étouffer les velléités indépendantistes. Mais paradoxalement, ce barrage n'a fait qu'intensifier la lutte populaire. Malgré les souffrances endurées, des familles séparées, certaines même déportées, le barrage ne pouvait ni dissuader, ni contrôler, et encore moins stopper la soif de la souveraineté qui émanait du peuple. Avec l'édification de ce barrage, ce fut de la vie même des commentateurs les 10 dernières années les plus rudes et les plus violentes qu'ait connu le territoire avant la délivrance et l'accession à l'indépendance nationale. Mes chers compatriotes, si nous avons édifié ce mémorial, ce n'est pas pour ressasser le passé, c'est juste pour ne pas oublier ce qui s'est passé, pour se souvenir, mais aussi pour transmettre. C'est une partie de notre histoire. Nous ne devons pas la rejeter dans l'oubli, mais au contraire la préserver au fond de notre mémoire collective. Oui, le devoir de mémoire participe à la cohésion de notre société et à l'affermissement de notre identité nationale. Mon souhait est que ce mémorial, par sa puissance évocatrice, rappelle à mes compatriotes la noblesse des combats lorsque ces combats débouchent sur la souveraineté d'un peuple. Je vous remercie de votre attention.
Outre l'allocution du chef de l'État, la cérémonie d'inauguration du mémorial du barrage Jebel Bala a comporté un important volet décoration au profit des blessés et survivants encore en vie donc de la violence perpétrée par la puissance coloniale sur notre peuple durant les 10 dernières années précédant notre accession à l'indépendance nationale. Ils étaient effectivement un peu plus d'une vingtaine d'anciens à recevoir ce matin des mains du président de la République d'insignes marques de distinction de la nation ainsi que des brevets méritoires de reconnaissance de la patrie. gargaartaye guuluhu ina siiyaya guushii dadkiya dalka gacaliyo xigtooy hana gebin hagaagixin hana gebin hagaagixin أنا قرن قوية جيرالي قوية جيرالي أنا قرن قوية جيرالي قوية جيرالي Dans le reste de l'actualité, les premiers groupes de 477 pèlerins djiboutiens sont arrivés à Makka al-Mukarrama pour effectuer la Umrah. Les pèlerins djiboutiens, à leur arrivée sur leur lieu de résidence, ont reçu un accueil chaleureux de la part des membres de la mission djiboutienne du Hajj.
Après leur arrivée dans la sainte capitale, les pèlerins se sont rendus à la grande mosquée pour accomplir les rituels de la vie. La grande mosquée, la plus grande donc mosquée de l'islam, est située au cœur de la ville de la Mecque, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. Les membres de la mission du Hajj ont pris toutes les mesures nécessaires pour fournir les services aux pèlerins afin de leur permettre d'accomplir les rites du Hajj et de la Umrah et de leur fournir les meilleurs services d'organisation, de santé et de sécurité. Le Hajj est l'une des obligations de l'islam, 5e pilier de l'islam, et sa légitimité a été prouvée dans le Coran, la Sunna et le consensus. Parmi les textes indiquant l'obligation du Hajj se trouve le livre de Dieu saint. Il convient de noter que le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite accorde une attention particulière au service des pèlerins. Il est également indiqué que le Royaume a mobilisé tous ses potentiels et énergies humaines et matérielles afin de mener à bien l'œuvre du Hajj et de servir les pèlerins qui y viennent de toutes parts. Également dans l'actualité, la Fédération djiboutienne de football a procédé hier soir à la clôture du tournoi Challenge interrégional au stade du CTN. La finale a opposé l'équipe Espoir de la Fédération djiboutienne de football de l'U17 qui a battu l'équipe de la préfecture d'Obok par 1-0. La cérémonie de remise de trophée a été présidée par le maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud, qui a remis le trophée de champion du capitaine de l'équipe Espoir U17. Le premier vice-président de la Fédération djiboutienne de football et président par intérim, Mohamed Yassine Younis, ainsi que plusieurs hauts responsables ont assisté à cette cérémonie de clôture. Le sport est le drapeau, deux facteurs de rassemblement dans la joie. Donc pour la jeunesse de la ville de Daï, qui dans la joie et l'allégresse, hier après-midi, une finale a opposé le dynamique donc et incontournable Mohamed Mérito a invité le local général pour cette finale. Un tournoi de foot qui a été organisé à l'occasion du 45e anniversaire de la célébration de l'indépendance de notre pays. Ce tournoi de foot qui a donc est pour les jeunes de Daï, un facteur de cohésion et de rapprochement. Au-delà de la finale, les deux équipes finalistes ont apprécié ces moments de gaieté qu'elles ont donc partagés ensemble. Au-delà de la compétition et vainqueur-perdant, c'était un moment de gaieté. Les équipes qui ont participé à ce tournoi de foot du 27 juin ont adressé unanimement leurs remerciements au secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil. À la une également, sous l'égide du secrétariat d'État au sport, la sous-direction des sports de la région, en étroite collaboration avec l'association pour la promotion et le développement des sports d'Ali Sabieh, ont organisé les festivités sportives de la semaine de l'indépendance du pays. Le lancement des activités sportives a été présidé par le président du conseil régional d'Ali Sabieh, Jelmaka Hassan Allal, en présence du directeur des sports, Ahmed Moussa Opsi, des membres des associations Assedjoug et de l'envoyé spécial du secrétariat d'État au sport. Chaque discipline sportive, à savoir le football, le volleyball, le basketball, la pétanque et le cyclisme, a eu l'honneur et les réserves protocolaires. Toute la famille sportive d'Ali Sabieh était présente pour assister
ou participer à cet événement. Le complexe sportif Omnisport de la cité Nassib ou Fondation IEG a abrité un atelier de sensibilisation sur la sécurité routière. Le premier du genre qui a été organisé en République de Djibouti. Cet atelier organisé par l'association Initiative 53 a été présidé par le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud, en présence du président de la commune de Balbala, un représentant de la police nationale, le lieutenant Ismaël Khaled Bouh, de la sécurité routière, ainsi que les proches collaborateurs du maire de la ville de Djibouti. Outre les officiels, cet atelier déroulé en présence des fondateurs de l'association Initiative 53, à savoir le président de l'association, Cheikh Mohamed Abdallah, le secrétaire général, Gouled Abdi Migane, et un représentant de l'OMS, Eric Nguimana, mais aussi un public venu de parents, d'enfants venus en masse pour donc participer à cet atelier qui avait pour thème, cet atelier donc dans la mesure où le thème de cet atelier était donc les enfants et la route. L'organisation de cette première activité de l'association Initiative 53 concerne la sécurité routière et la prise de conscience des risques incalculables liés aux accidents de route. Le président de l'association l'a souligné dans son discours. Il y a les enfants de 5 à 29 ans qui sont morts suite aux accidents. C'est la première cause de décès. Si on parvient à sensibiliser beaucoup de monde, ça va aider beaucoup pour la prévention des accidents ici à Djibouti ou dans les montagnes. Voilà. C'est une très belle initiative. On salue l'initiative qu'on a déjà commencée. Et on espère que ça va s'agrandir dans les écoles ou dans d'autres départements où il y a cette population. Comme ça, tout le monde est sensibilisé. Et il y aura également l'aide de la police qui va surtout renforcer du côté sécurité routière les normes et la signalisation aussi. Voici à présent un extrait du discours du mot prononcé du président de l'association Initiative 53, Cheikh Mohamed Abdallah. La sécurité routière, l'insécurité routière est une problématique à Djibouti, en Afrique et même dans le monde. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans son dernier rapport, indique que plus de 1,5 million de personnes meurent chaque année sur nos routes. C'est insoutenable, c'est insupportable et c'est d'autant plus insupportable que une grande moitié de ces victimes sont des jeunes adultes de 5 à 29 ans. Donc quand on voit ces chiffres-là, nous nous sommes dit comment agir. Comment agir, comment nous on peut aider notre pays à s'attaquer à cette problématique. Donc nous ne sommes pas seuls, bien entendu, il y a un certain nombre d'institutions qui nous soutiennent. L'initiative 53, on a été comment on appelle, inspiré, effectivement, on a été inspiré par le président. Dans son discours d'investiture, le président nous avait dit quand on aime son pays, on s'engage. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons démontré que nous aimons notre pays et nous sommes prêts, nous sommes engagés à soutenir les efforts de notre gouvernement et en premier lieu le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Nous avons été encore une deuxième fois inspirés par le président car lors de la campagne, le président a communiqué, s'est engagé, il a présenté 75 propositions, 75 engagements. Donc l'engagement numéro 53 concernait bien entendu la sécurité routière. Et nous sommes là aujourd'hui pour dire une chose, l'État c'est nous, la société civile a une part importante. La société civile doit aussi aider l'État à mener à bien ses missions. Donc nous sommes là aux côtés de l'État avec mes cofondateurs, avec nos appuis comme les entreprises DSR et nous sommes engagés
pour être là aux côtés des efforts de la police et du gouvernement dans son ensemble. Voici à présent le mot du maire de la ville de Djibouti. Pour réduire les accidents sur nos routes et éviter la perte inutile des vies humaines. Nous avons tous que chaque accident mortel laisse derrière lui un drame irréparable. Cette nouvelle association initiative tombe donc à pic pour lancer les campagnes de sensibilisation nécessaires, exhortant les usagers de la route, automobilistes et piétons, à la plus grande prudence et au respect du code de la route, mais aussi pour mettre en place un comité de suivi, évaluation capable d'établir en permanence le bilan national. Il ne faudra pas oublier d'impliquer les responsables des syndicats de transport aussi, qui doivent relayer toutes les actions de sensibilisation à leurs membres, ni la police chargée non seulement de la régularisation du trafic, mais également de faire respecter le code de la route, nommé tout récemment à la tête de la ville. La sécurité fait partie de mes priorités et je ne manquerai pas d'user tout ce qui est à mon pouvoir pour soutenir l'association. Les dirigeants du G7 se sont réunis aujourd'hui lors d'un sommet de 3 jours en Allemagne pour tenter d'accroître la pression sur la Russie dont l'invasion de l'Ukraine a déclenché des phénomènes de pénurie alimentaire et énergétique. Les dirigeants débuteront donc en effet leur entretien par une session sur l'économie mondiale en proie à l'inflation galopante liée notamment à la hausse des coûts de l'énergie et des denrées alimentaires. La participation au G7 de l'Indonésie, l'Inde, le Sénégal, l'Afrique du Sud et l'Argentine, économies émergentes particulièrement exposées au risque de pénurie alimentaire et à la crise climatique, vise à forger des réponses communes à ces défis. Les acteurs du climat attendent aussi du G7 des avancées concrètes, dont la planification de l'élimination complète des énergies fossiles. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.